on va commencer autour de la notion de refus d'aide et de soins. Donc, comment se présente le refus d'aide et de soins? Donc, je pense que vous avez tous été déjà confrontés à ce genre de situation. Avant de commencer sur des éléments de réflexion qui nous seront présentés par le docteur Khalfa, on souhaitait synthétiser un petit peu le début de notre réflexion en se disant que finalement, voilà, il y a différents types de souhaits que peut avoir une personne qu'on est amené à accompagner, que les professionnels peuvent identifier des besoins qui ne sont pas toujours en équilibre, en adéquation finalement avec les souhaits de la personne, et que finalement ces souhaits peuvent être soit de rester à domicile quand la situation n'est pas forcément nécessaire, soit peut être d'aller également en établissement. Et puis que derrière, lorsque la personne refuse, ce refus peut avoir différentes conséquences, que ce soit finalement pour la personne elle-même, pour les professionnels, et également pour l'aidant qui a une place vraiment particulière dans ces accompagnements. Voilà, donc je vais laisser la parole au docteur Khalfa sur qu'est-ce que le refus d'aide et de soins. C'est bon pour moi ? Alors, juste dire une chose quand même, c'est qu'on va parler de plein de facettes du refus de soins et de l'opposition aux soins, mais on ne va pas parler du refus des médecins, qui a été l'option vue par le Conseil général, qui existe aussi, de se déplacer ou d'accepter des CMU, etc. On a exclu cette partie-là pour s'axer directement sur la prise en charge des patients compliqués et difficiles. Je veux préciser aussi que le refus de soins, ce n'est pas forcément égal à des troubles ou une altération cognitive. On peut être parfaitement pas altéré cognitivement et refuser tout autant un soin. Ça fait partie de notre droit de base. Donc voilà, l'expression du refus de soins, il faut bien comprendre qu'il y a 3 points essentiels. C'est l'information préalable. Si on n'explique pas ce qu'on fait, si on n'explique pas non plus la finalité, si on ne répond pas aux questionnements des patients, je ne vois pas comment il peut adhérer à un soin. Un soin du corps de la même façon. C'est tous les soins, tout ce qui touche à la personne, il est important qu'il soit explicité. Ensuite, c'est le consentement aux soins. Vous savez que ça existe déjà, c'est le consentement éclairé en cas de chirurgie, de techniques invasives, où on doit expliquer la façon dont ça va se dérouler, bien entendu, les risques encourus, puisque vous êtes aujourd'hui obligé d'expliquer tous les risques en lien avec une action quelconque. Et ensuite, il y a le droit du patient. C'est le Code civil, c'est la loi du 4 mars 2002, c'est le Code des déontologies médicales, qui dit, et qui a été réappuyé par une nouvelle loi de décembre 2016, où le droit du patient est essentiel. Son droit à la parole, son droit au choix, son choix de vie, lui appartient. Et il est important de tenir toujours compte de ça. Le refus de soins, donc, c'est aussi le droit du patient à dire non. On a le droit de dire non, on a le droit de ne pas avoir envie un jour, on a le droit de ne pas avoir envie tout de suite maintenant, parce qu'il y a eu un événement, parce qu'il simplement, il n'est pas dans une disposition qui lui permet ou qui vous permet d'accéder à son corps plus facilement. C'est le devoir des soignants d'essayer d'en comprendre les causes. Et je dis bien d'essayer parce que parfois on n'en trouve pas. Mais peu importe, il faut aussi savoir l'accepter. C'est le respect que l'on doit aux patients. Après, et vous le verrez dans les autres parties du discours, il y a des causes médicales. On peut aussi, un patient peut être opposant tout bêtement parce qu'il est constipé et qu'il a un fécalome. Il peut être opposant parce qu'il n'arrive plus à faire pipi et qu'il a une rétention aiguë d'urine. Il y a beaucoup de raisons médicales qu'il faut éliminer avant tout. Non, tu reviens avant, s'il te plaît. Voilà. C'est le devoir du médecin d'information sur les conséquences du refus. Vous ne voulez pas votre traitement, alors sachez que le risque est là, là et là. Il faut informer. C'est la place de la parole du patient âgé. Même démente, je le répète, même dans les démences très sévères, un patient dit des choses et il faut entendre ces choses. Et le refus de soins, ça peut être le seul moyen de communication de ce patient dément. Donc il faut aussi, encore une fois, lui laisser sa place.
Il y a plusieurs types de refus, on va le voir tout le long, hein. Le refus alimentaire, le refus de soins du corps, le refus d'institutionnalisation, le refus de prendre les médicaments, d'avoir une prise de sang pour faire une analyse, le refus même de recevoir le médecin, le refus d'être examiné. Tous les refus peuvent se voir. Alors, qu'est-ce que ça révèle, ce refus de soins? Eh bien, un épuisement. Les patients âgés, ils ont énormément de deuil à faire. Ce sont souvent des deuils successifs. Il faut déménager, ils ont une maladie, ils apprennent qu'ils ont perdu un des leurs. Autour d'eux, les amis se font rares parce qu'ils décèdent, ils sont dans la même tranche d'âge. Ce sont souvent des douleurs qui ne sont pas verbalisées correctement ou pas verbalisées du tout. C'est trop de deuil et c'est aussi la perte du statut social. Aujourd'hui, nos sujets âgés ne représentent plus grand-chose dans la société. Avant, c'était nos sages. C'est vers eux qu'on allait, hein, encore une fois, pour demander conseil. Aujourd'hui, la technique a pris le dessus et on ne demande plus du tout de conseil à nos grands-parents. Et puis, ça peut être vécu très difficilement aussi par l'entourage, les parents et les soignants. Tout le monde, le refus de soins, c'est quelque chose qu'on prend en pleine poire et qu'on a parfois du mal à vivre correctement, alors que c'est un droit. Encore une fois, on serait à leur place, on ferait probablement la même chose. Et puis, ça peut être aussi un choix réfléchi. Ça peut être un choix sage. Les soins peuvent paraître très disproportionnés par rapport à ce qu'attend le patient. 91 ans, fatigué, des polypathologies, on lui découvre un cancer, on lui propose de passer des tonnes d'examens, puis après on lui propose une chimiothérapie, il a le droit de dire non. Et il a le droit de choisir de vivre 6 mois tranquillou chez lui, plutôt que d'être institutionnalisé ou d'être 1 an à l'hôpital parce que les complications de la chimio, parce que différents problèmes du soin et de la thérapeutique. Et pour le soignant, c'est compliqué aussi, parce que c'est une vraie remise en cause. Les soignants sont là pour soigner, donc quand on leur refuse le soin, quelque part, c'est un petit peu l'ego du soignant qui en prend un coup, parce que c'est compliqué à accepter. Mais on va voir pourquoi il faut quand même le vivre autrement et pourquoi il ne faut pas le vivre personnellement. Sur un plan éthique, c'est le respect de la liberté, de la dignité du patient. On en parlera quand même beaucoup. L'éthique, la morale sont deux choses très différentes, mais elles incluent l'être humain, la patient âgée malade, de la même façon que les autres. Donc c'est important de respecter sa dignité, son autonomie. Suzanne Ramex, qui, je ne sais pas si vous avez peut-être lu, c'est une grande philosophe, professeure de philosophie, explique que le non-consentement aux soins apparaît comme seul contre-pouvoir à la technique. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il fut un temps où nous, les vieux médecins, enfin moi en tout cas, le vieux médecin, on n'expliquait pas tellement aux patients ce qu'on allait leur faire. On les techniquait et puis à la fin on disait, voilà, le diagnostic a été fait. En aucun cas, on rentrait dans des détails très précis de ce qui allait leur arriver. On ne leur expliquait pas toujours la finalité. Les choses ont changé, et tant mieux. On va vraiment vers un droit du patient qui est de plus en plus affirmé, y compris juridiquement parlant. Donc voilà, il faut respecter, accepter, respecter l'humanité des patients. Au plan juridique, le médecin doit à la personne, et ça vous le savez, qu'il examine, qu'il soigne ou conseille, une information loyale, claire et appropriée à son état. C'est-à-dire que même un patient dément doit recevoir cette information. Et il y a des choses qui passeront quand même. Bien sûr, vous n'allez peut-être pas utiliser les mêmes mots, vous allez essayer d'être moins technique dans l'information, mais vous allez tenter de leur faire comprendre les choses, et il faut le faire. Et bien sûr, tenir compte de la personnalité du patient dans ce que vous avez à lui expliquer, et tenir compte aussi de l'entourage qui souvent vous donne des pistes. Depuis 1997, c'est le médecin qui donne la preuve de l'information. Donc vous voyez que c'est devenu très important. Il faut tracer le fait qu'on a informé son patient. Et l'article 36, si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, qu'il n'est pas sous tutelle, qu'il n'a pas de personne de confiance, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés. Encore une fois, on renforce le droit et la liberté du patient avec tous ces articles de loi qui sont apparus récemment et renforcés en décembre l'an dernier. Voilà. Ah ben non, je n'avais pas fini, pardon. Excusez-moi.
Et c'est vrai que l'objet de soins, c'est toujours un partenariat. Il faut négocier. Et la négociation, elle est d'autant plus facile qu'il y a une relation de confiance qui s'établit entre le patient et son médecin. La relation de confiance, moi je parle beaucoup de médecine narrative, de plus en plus de médecine narrative. Je pense que si on prend le temps d'observer, d'écouter, de laisser la parole au patient, déjà il vous raconte tout, il vous raconte son diagnostic, il vous raconte ses douleurs, il vous raconte ses oppositions, il vous raconte son refus aussi, il raconte énormément de choses et on peut l'écouter par rapport à ça et construire avec lui, négocier un projet qui est un projet de vie, un projet de soins, comme vous les pratiquez en EHPAD, de façon plus courante que nous en sanitaire. Mais c'est la même chose. Et ces projets-là, ce projet permet cette discussion. On peut négocier des choses, même avec un patient opposant aux soins. On peut négocier 2 douches par semaine. Et alors, ce n'est pas grave s'il n'est pas lavé tous les jours. Il ne faut pas non plus en faire tout un drame. Ce n'est pas un drame. On peut tout à fait négocier tout ça. Donc, pour observer, pour avoir une observance thérapeutique, il faut absolument que la discussion de base et le projet de soins soient construits avec le patient, même s'il lui reste peu de capacité à entendre. Donc, il faut que ce projet soit dynamique, il faut prendre en compte les impératifs des professionnels, on ne peut pas faire autrement, mais aussi les intentions et les ressources du patient. Tout ce qui lui reste doit être valorisé, monté à la surface, de façon à le laisser le plus d'autonomie possible. Et le projet de soins, encore une fois, permet cette négociation dans un climat de confiance. Et vous verrez que si ce climat de base, la relation soignant-soigné est efficace, vous pourrez quasiment tout faire avec votre patient, j'exagère, et le tout peut être interprété, mais vraiment, on peut aller avec lui dans une bonne direction et avoir un projet qui lui ressemble. Voilà.